à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission. Au programme de votre émission L'actualité avec la séquence Le Col Actu. On va parler de la mission Artemis, de nouveau reportée au mois de novembre. SpaceX au secours du télescope Hubble, un projet de communication lunaire pour l'ESA et une réunion au sommet pour le CNES pour débattre de l'avenir des lanceurs lourds. Voilà le programme de l'actualité aujourd'hui et pour la commenter, nous aurons en ligne Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES. Et puis, on va parler dans le Space Talk de droit, accompagné de deux experts du sujet. Nous allons plonger ensemble dans le droit spatial pour comprendre comment la réglementation s'articule depuis le traité de l'espace de 1967 jusqu'à aujourd'hui avec, par exemple, les accords Artemis. Voilà pour le programme, on démarre Smart Space sur Bismart. Artemis 1, la NASA annonce une nouvelle tentative d'envoi en novembre prochain seulement. Le vol est reporté alors que l'ouragan Ian frappe la Floride en milieu de semaine dernière. La fusée SLS, elle, était mise à l'abri pour résister à l'un des pires ouragans que le pays est connu. Depuis, l'agence spatiale américaine a fixé un nouveau calendrier avec une fenêtre de lancement le mois prochain entre le 12 et le 27 novembre. En attendant, les premières inspections pour évaluer les impacts potentiels de la tempête sur la fusée n'ont révélé aucun dommage, nous a indiqué la NASA. Autre actualité, toujours avec la NASA et SpaceX cette fois, ils vont signer un accord pour voler au secours du télescope Hubble. SpaceX a proposé à la NASA d'envoyer sa capsule pour rehausser l'orbite du télescope spatial, ce qui permettrait de prolonger sa durée de vie jusqu'à l'horizon 2050. Envoyé en 1990, Hubble fonctionne toujours, non sans quelques difficultés et fausses alertes. Cette mission pourrait donc être réalisée dans le cadre du programme Polaris, c'est le nom qu'a donné SpaceX à ce concept de mission qui va donc envoyer Crew Dragon pour rehausser l'orbite du télescope, mais aussi éventuellement effectuer quelques missions de réparation qui, elles, ne sont pas encore définies. Le but, c'est bien donc de prolonger la vie d'un télescope qui a, rappelons-le, révolutionné l'astronomie moderne. SpaceX va donc remettre à la NASA d'ici quelques semaines une étude de faisabilité et l'agence décidera alors si une telle mission à destination d'Hubble peut être effectuée. Allez, on poursuit dans le Col Actu avec un accord prometteur sur le projet Moonlight de l'ESA. Le DG Joseph Aschbacher dévoile publiquement ses ambitions après les avoir adressées de façon privée directement à l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors du Congrès international d'aérospatiale. Alors, le projet Moonlight, il propose d'établir un réseau de communication et de navigation autour même de la Lune pour soutenir les activités futures qui sont prévues, notamment dans le cadre des accords Artemis. L'objectif pour l'Europe est d'intégrer ce projet aux accords Artemis afin de négocier des places supplémentaires. Toujours cette question d'échange de bons proposés, négocier des places supplémentaires pour les astronautes européens sur le projet lunaire. Mais cela reste évidemment à négocier avec la NASA et surtout à financer, car le projet Moonlight fait partie des nombreux projets qui devront trouver un financement lors de la conférence ministérielle du 22 novembre prochain, conférence pendant laquelle on votera le budget de l'ESA. Alors, dernière actualité, le CNES a réuni les principaux acteurs du transport spatial pour discuter de l'avenir des gros lanceurs. Des représentants de l'industrie, petits et grands acteurs, étaient réunis auprès des acteurs institutionnels pour faire un travail de projection, une réflexion qui intervient alors que le sujet des vols habités attise toutes les curiosités, mais aussi les ambitions. On a d'ailleurs l'exemple du projet Suzy avec Ariane Group. Alors, pour comprendre ces enjeux et l'objectif de cette réunion, on appelle Karine Levaux, directrice du transport spatial au CNES, qui est en ligne avec nous. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, pourquoi cette réunion maintenant? Quel est l'enjeu précis de cette réunion organisée par le CNES? Alors, dans les prochaines années, on attend une augmentation de l'activité du transport spatial dans les environs circumterrestres et cislunaires sous l'effet combiné de deux facteurs. D'abord, la dynamique liée à l'exploration et l'accroissement de l'offre de lancement et de la concurrence associée à l'occasion de l'entrée en service, notamment du Starship et du New Glenn.
Alors, concernant l'exploration, dans la lignée du discours de stratégie spatiale du président Macron à Toulouse en février dernier et des premiers rendez-vous qui l'ont suivi, la France et l'Europe doivent s'interroger sur la place que le secteur spatial et en particulier sa composante transport ambitionne de prendre et de conserver dans ce contexte hautement évolutif, et notamment du degré d'autonomie que pourrait prendre l'Europe dans le domaine du système de transport. Associé à ça, il ne vous a pas échappé la signature des accords Artemis en juin dernier par la France, faisant de la France le 20e pays à s'associer au programme d'exploration spatiale impulsé par les États-Unis. Et enfin, vis-à-vis de la réponse à la concurrence future dans le domaine du marché de lancement commercial, socle aujourd'hui de notre schéma de financement du coût de possession, avec notamment la préparation par nos concurrents de méga lanceurs réutilisables pouvant drastiquement réduire les prix de lancement, tout ça nous a incité à réfléchir d'ores et déjà à la préparation des prochaines ruptures pour les futurs systèmes de lancement européens. Donc sous l'effet de ces trois tendances, on a rassemblé l'ensemble des acteurs français et auprès des acteurs institutionnels ESA et CNES à mener une réflexion prospective en matière de système de transport spatial lourd, apte à remplir les objectifs des missions institutionnelles et commerciales et à également remplir les objectifs de l'exploration. Donc on comprend qu'au-delà de cette ambition de vol spatial habité par l'Europe, il y a aussi toujours ce sujet de transporter des satellites, toujours plus de satellites. J'ai quand même une dernière question pour vous. Est-ce qu'Ariane 6 n'est pas déjà l'horizon européen des lanceurs lourds ? Mais vous avez parfaitement raison. Ariane 6 qui est maintenant sur la route vers l'exploitation avec un essai très important réussi hier sur l'allumage de son étage supérieur équipé de son moteur, en fait est aujourd'hui le lanceur qui a été choisi pour mener à bien l'opération de lancement de l'alunisseur européen développé par Airbus Defence and Space qu'on appelle la mission EL3. C'est bien Ariane 6 qui mènera à bien cette opération. Par contre, il faut se projeter un peu plus loin. Dans l'évolution et la dynamique que l'on observe sur les missions envisagées autour de l'exploration, certaines pourraient nécessiter des capacités beaucoup plus lourdes que ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui avec les systèmes de lancement européens. Et donc, ça nécessitera une version de croissance plus importante que ce qui est aujourd'hui envisagé dans l'évolution normale du lanceur Ariane 6. Merci beaucoup Karine Deveau, directrice du transport spatial au CNES, d'avoir pris le temps de répondre à notre call actuel. Et on poursuit avec le Space Talk sur Bismart. Aujourd'hui, on va parler de droit dans Smart Space. Après des années de stagnation, un nouveau mouvement s'est mis en marche au niveau du droit spatial, porté bien par les nouvelles applications du secteur, la reconquête de la Lune ou encore la position des acteurs privés. Alors on va faire le point aujourd'hui avec nos invités experts du sujet. En plateau, nous avons Numa Isnar, avocat spécialisé en droit spatial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Space. Et puis avec nous à distance, Charlotte Croison, consultante en politique spatiale et droit de l'espace chez Euroconsult. Bienvenue dans Smart Space, Charlotte. Alors aujourd'hui, le droit spatial est inscrit dans le cadre de plusieurs conventions des Nations Unies. Le premier est le traité de l'espace en 1967. Qu'est-ce qui a déclenché à l'époque un tel traité ? Alors en fait, le droit spatial, c'est concomitant au début de la conquête spatiale, vous l'avez très bien rappelé. Alors il y a eu quelques soubresauts au début du XXe siècle, mais c'était assez fusionné avec le droit aérien. Et puis, lorsque Sputnik a été lancé en 1957, ça a été vraiment le démarrage de la conquête spatiale. Il y a eu d'abord des pourparlers entre les nations américaines, la nation soviétique. Et puis, petit à petit, l'ONU s'est dotée d'un organe dédié à l'usage pacifique du droit de l'espace, et puis un comité de droit spatial, et puis enfin des textes internationaux, et notamment le fameux grand traité de 67 qui pose les grands principes de l'utilisation de l'espace. Alors, vous avez cité à juste titre l'envoi de Sputnik 10 ans plus tôt, en 57. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Quelles activités avaient émergé qui nécessitaient
d'aller là-dessus. Vous avez cité les usages militaires, l'aéronautique, pardon, mais est-ce qu'il y avait suffisamment d'activités? Charlotte, peut-être que vous pouvez ajouter un mot là-dessus? À l'époque, surtout les États ne savaient pas réellement ce qui était en train de se passer. Ils se demandaient avec Sputnik qu'est-ce que les autres États allaient pouvoir faire. Donc en soi, ils avaient un petit peu peur, ils appréhendaient un petit peu le début de ces activités spatiales. On avait très peu de règles, comme l'a dit Nouma, très peu de prémices à l'époque. Vraiment, ce qui a poussé les États à se mettre autour de la table à l'époque, c'était de définir des règles, d'essayer d'encadrer un petit peu tout ça et de se protéger les uns les autres. Quelle est la valeur de ces traités? Par exemple, celui de 67 qui a été mis en place par les Nations Unies, il me semble. Quelle est la valeur? Est-ce que seuls les signataires sont soumis à ce traité? Comment ça se passe juridiquement? Alors, juridiquement, effectivement, c'est un peu comme un contrat, mais sauf que c'est passé entre États souverains. Alors, ça a une valeur très importante au niveau de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en jargon juridique. On est au sommet, parce que là, effectivement, c'est un texte international, donc il s'applique aux États signataires. Après, c'est un texte qui a été très largement signé, donc il a une valeur à la fois juridique, à la fois symbolique et politique extrêmement importante, à la différence d'autres qui ont pu être signés plus récemment. Donc, c'est vraiment le cœur juridique au niveau international, à tout le moins, du droit spatial, c'est le traité de 67, avec justement, comme disait Charlotte, ces grands principes qui ont été mis en place pour sécuriser l'activité. On parle notamment de liberté d'accès à l'espace, mais aussi du coup de responsabilité des États, de droit de secours aussi des astronautes. Enfin, il y a tout un panel de grands principes qui, encore aujourd'hui, sont les fondements de l'espace. Alors, ce sont encore les fondements aujourd'hui. Pourtant, depuis, la législation a quand même un petit peu évolué. Il y a eu assez peu de choses en termes, en tout cas, de traités internationaux. On a plutôt peut-être basculé au niveau national. Charlotte, comment ça se passe depuis 67? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après 67, on a eu d'autres traités au niveau des Nations Unies qui viennent en soi préciser les grands principes posés dans le traité de 67. Comme le porter secours aux astronautes, comme le principe de responsabilité, de l'enregistrement des objets spatiaux. Et à un moment, les Nations Unies ont essayé de poser des règles plus précises sur l'exploration lunaire, et malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a eu un traité fin des années 70, 79, mais qui n'a pas été ratifié par un grand nombre d'États. Seulement des États qui n'ont pas la possibilité de retourner sur la Lune seuls et de manière autonome. Donc, au final, au niveau des Nations Unies, on n'a plus été à même d'adopter des traités qui sont contraignants pour les États, qui créent des obligations pour les États. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies ne font rien, bien au contraire, ils adoptent beaucoup d'autres principes qui ne sont pas obligatoires. Mais au final, les acteurs qui ont pris le relais, c'est plutôt les États qui, d'une part, en application du traité de 67, viennent dans leur loi interne, dans la loi nationale, au niveau du Parlement de chaque État, adopter leurs propres règles. Et aussi faire évoluer le droit. Donc, on a pu voir ça avec l'exploration lunaire, que ce soit au niveau des États-Unis, du Luxembourg. J'imagine que ces exemples reviennent souvent dans la presse. Donc, c'est plus au niveau des États. Alors, donc, si je comprends bien, à partir de fin 70, début 80, on a un petit peu mis de côté ce principe de traité contraignant. Ça change quand même énormément le positionnement aussi de la législation et des acteurs du secteur spatial, Nima. Absolument, parce que, comme l'a dit Charlotte, il y a eu un peu une mutation de l'industrie spatiale. Elle s'est aussi en partie privatisée. On a commencé à appliquer des choses au monde civil, notamment à la télévision par satellite. Donc il y a eu tout un changement de paradigme qui s'est opéré, et du coup une privatisation des activités. Charlotte l'a aussi rappelé, c'est de la responsabilité des États par le droit spatial originaire de réglementer dans leur propre juridiction les activités spatiales. Donc à partir de là, vous avez forcément une prééminence de la loi nationale sur ces anciens traités dont il est en plus très difficile d'obtenir la modification. Alors beaucoup de mutations dans le secteur spatial depuis les années 80, vous en avez cité, les télécommunications par satellite, il y a aussi les IoT, l'observation de la Terre depuis l'espace, il y a aujourd'hui les constellations de satellites pour la connectivité, enfin il y a l'exploration lunaire qui est un sujet qui revient sur la table. Est-ce qu'on a un cadre juridique pour toutes ces nouvelles applications depuis qu'elles ont commencé à émerger, Charlotte? Alors, oui et non. On va dire qu'on a des grands principes qui s'appliquent à toutes les activités spatiales, telles qu'elles soient, et ça dès 1967, ce qui est assez remarquable. Par exemple? Après, il y a encore certaines grandes questions, encore de grands points d'interrogation sur certaines activités. Donc, au niveau de l'exploration lunaire, c'est un grand sujet en ce moment en droit spatial. Mais il y a d'autres activités, comme les services en orbite,
qui sont encore très peu réglementés, que ce soit au niveau international ou au niveau national. La gestion des débris spatiaux, c'est aussi une grande question qu'on essaie d'explorer déjà depuis de nombreuses années et qui n'a pas encore de réponse définitive. Et au contraire, des activités plus traditionnelles comme les télécommunications, l'observation de la Terre, c'est assez bien encadré. Il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est déjà bien assez encadré. Vous pouvez nous donner un exemple peut-être de cette base de législation qui sert à tous les segments ? Vous avez, comme a dit Charlotte, il y a effectivement tout le régime d'autorisation. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est un grand principe déjà posé en 67 et qui n'a jamais été contrarié. Quand vous voulez lancer un objet dans l'espace, il faut que vous soyez un grand acteur du spatial établi depuis des décennies ou une start-up du New Space. Il vous faut avoir une autorisation. Et ça, c'est quelque chose qui a... De la part de qui ? De la part de l'état de lancement, donc le fameux état qui va vous permettre de tirer. Alors typiquement, si vous êtes un Français et que vous tirez de Kourou, ben là, vous allez demander au CNES l'autorisation. Et puis si vous êtes un autre état européen, mais que vous passez quand même au niveau de la France, vous allez avoir ce qu'on appelle des états de lancement dual. Donc vous allez avoir votre état, puis également la France qui vont être impliqués. Donc comme l'a dit Charlotte très bien, il y a vraiment toujours cette prééminence du cadre national, et le principe d'autorisation, je pense que c'est vraiment le plus immuable depuis très longtemps, avec par exemple aussi la gestion des fréquences, etc., qui sont des choses très stabilisées. Après, comme l'a dit Charlotte, in-orbit servicing, là, c'est typiquement des satellites qui vont, entre guillemets, se réparer entre eux ou procurer du service entre eux directement dans l'espace. Et là, on est sur des matières extrêmement émergentes. Et c'est très difficile parce que vous avez à la fois un manque de réglementation, mais il y a aussi le risque d'aller vers la pré-réglementation ou la surréglementation, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que maintenant, il y a un peu une compétition aussi commerciale entre les États au niveau spatial. Il y a des velléités militaires, mais il y a aussi des velléités commerciales. Donc, si vous surréglementez le secteur alors qu'il n'existe pas, vous avez des risques de l'étouffer. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cet enjeu de forum shopping qui est très fort. On voit que les Américains, Charlotte évoquait les débris spatiaux, ont commencé déjà à prendre quelques mesures, notamment de déorbitation, c'est-à-dire de décommissionner le satellite après 5 ans après la mission. Voilà, ce sont des grands standards internationaux. Et c'est sûr que les Américains étant très puissants, si vous déviez un peu de ce standard-là en étant plus strict, vous risquez... Oui, c'est ça. De vos startups. Il faut être toujours appétant pour ce nouveau secteur qui est en train de grossir davantage. C'est là que, vous le disiez, Charlotte, on voit des États se démarquer, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, qui sont une terre assez accueillante en fait pour ces nouveaux commerces. Le Luxembourg accueille de plus en plus de startups sur le sujet. La Nouvelle-Zélande a accueilli Rocket Lab aux alentours de 2017. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que sur le sujet de l'exploration et l'exploration lunaire, qui est le sujet d'actualité, on patauge un petit peu, j'ai l'impression, en termes de législation. Pourtant, on a eu récemment les accords Artemis, qui ont été donc signés entre plusieurs agences spatiales européennes, américaines, initiés en fait par la NASA. Est-ce que ces accords Artemis, c'est une forme de législation ? Quelle est la valeur juridique de ces accords et qu'est-ce que ça permet à ces États signataires ? Alors, les accords Artemis, moi je trouve que c'est un peu les Américains dans leur grande tradition de juristes. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays qui avance sur tous les fronts au niveau de sa stratégie et qui a bien compris que les traités originaires, on n'allait pas pouvoir les modifier et que ce n'était pas dans l'intérêt non plus, notamment de l'espace commercial, de les modifier de manière assez dramatique. Donc, ils ont mis en place cet instrument. Alors, qui est un accord qui ressemble un peu à un MOU, ça ressemble un peu à une lettre d'intention, c'est un peu une interprétation finalement de ces grands principes du droit spatial originaire des traités, avec quelques petites audaces, notamment au niveau des ressources spatiales, et puis au niveau aussi de ces fameuses safety zones, qui sont un peu le corollaire finalement de cette exploration lunaire. Décrivez-nous un petit peu ces safety zones, ce que c'est pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas. Alors effectivement, les safety zones, c'est un sujet très compliqué, parce que c'est là où on est un peu gêné aux entournures, même au niveau américain, parce que vous avez effectivement une loi notamment en 2017 qui ouvre le commerce spatial américain, mais vous avez aussi un fameux disclaimer où les États-Unis vous disent mais attention, vous pouvez aller extraire des ressources, mais il n'y a aucune revendication de souveraineté. Et là c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que vous allez aller sur la Lune, vous allez utiliser certaines ressources et pour sécuriser votre activité, vous avez ces fameuses safety zones qui sont en fait des périmètres où vous êtes plus ou moins je ne vais pas dire le gardien, mais en tout cas vous gérez cet espace-là. Et on commence à voir le flou ce temps. Vous voyez le problème. Est-ce que c'est chez nous ? Est-ce que s'il y a un incident, qui est responsable de cette zone ? Est-ce qu'on a le droit de défendre cette zone aussi ? Et tout ça, c'est pas dit
Tout dans ça, le c'est cadre pas de ces dit. accords. Les accords Artemis, finalement, se bornent à vous dire on a ce principe-là, et puis on viendra, il y aura des accords bilatéraux qui viendront expliciter un peu plus avant cela, etc. Mais pour l'instant, on est dans les très grands principes. Mais on parle de grands principes, là. On parle quand même d'aller sur la Lune, qui n'appartient pas à l'humanité. Il faut quand même le rappeler. Est-ce que c'est pas aux Nations Unies d'avoir ce genre de discussion, de safety zone, d'appropriation ou pas, enfin de poser les bases quand même sur le sujet de l'exploration lunaire, Charlotte? Est-ce que c'est OK que ce soit des agences qui posent ces bases-là? Ils ont essayé donc dans les années 70, mais malheureusement ça n'a pas abouti pour plusieurs raisons. À l'époque, la course vers la Lune était plus ou moins finie. Les États n'avaient plus vraiment peur, il n'y avait plus cette motivation qui les mettait autour de la table. Donc au final, c'est pour ça que le traité sur la Lune n'a pas vraiment fonctionné. Après, on a eu les États qui ont commencé plus ou moins à légiférer la question. On a eu les États-Unis, le Luxembourg, les Émirats arabes unis, le Japon. Et on n'avait plus rien à un niveau international, quelque chose qui permettait d'unifier. Et apparemment, aux Nations Unies, ça ne marchait pas très bien avec ce grand nombre d'États qui n'avaient pas d'intérêt convergent, plus la règle de consensus qui règne là-bas. Donc au final, au niveau des Nations Unies, ce n'était plus vraiment possible. Et on avait des États qui, individuellement, commençaient à légiférer de leur côté. Donc en soi, les accords Artemis, qui ne sont pas contraignants pour l'instant, qui sont seulement des accords politiques, c'est un renouveau. On pourrait peut-être le voir comme ça, avec un grand point d'interrogation, car c'est tout nouveau. Et il y a encore plein de principes, comme disait Nouma, qui nécessitent d'être un peu plus explorés. Est-ce que ce n'est pas un renouveau, au lieu d'avoir les États qui viennent tous autour d'une même table aux Nations Unies, avoir un État, plus précisément une agence spatiale, qui négocie bilatéralement des accords et des principes avec d'autres agences spatiales partenaires. C'est une nouvelle façon. Le problème, c'est que les agences ont aussi des intérêts à défendre, les intérêts de leur État, parfois qui sont un peu dissociés aussi des intérêts de l'État. Enfin, chaque État, en fait, a son modèle avec son agence, et parfois c'est aussi une Space Force. Enfin, le problème, c'est que c'est pas homogène, en fait, cette structure. Donc, on va vers quelque chose de complètement flou, en fait, sur ce sujet-là. Oui, il y a un sujet de pionnier, parce qu'effectivement, ça n'a jamais été fait avant. Comme vous l'avez dit, au niveau de la souveraineté, au niveau de la propriété, il y a un grand doute qui subsiste là. Et puis il y a aussi même un interdit, parce que même au niveau des États, on sent qu'il y a pas, surtout cette volonté de ne pas avoir aucun claim de souveraineté sur notamment la Lune. Donc il y a cette espèce de zone de danger auquel ils ne veulent absolument pas aller. Mais il faut quand même, si on veut notamment faire du business, en fait, tout simplement, il faut assurer les acteurs privés d'avoir une certaine stabilité, au moins un certain cadre. Mais là, c'est vrai que chacun va avoir sa tractation. Donc c'est aussi très important pour l'Europe et la France notamment de se doter aussi en elle-même de sa propre doctrine là-dessus. Moi, je regrette toujours l'absence. Et on est avancé là-dessus ? Je regrette l'absence d'accord Europa, par exemple. Je pense que ça aurait été intéressant, et c'est jamais trop tard d'ailleurs, d'avoir au sein de l'Europe spatiale un peu une espèce de MOU interne pour savoir, ne serait-ce déjà, comment est-ce qu'on gère ces accords Artemis, et puis comment nous aussi, on projette notre vision d'une conquête, entre guillemets, de la Lune européenne. On manque d'une consultation Europe-France, c'est ça que vous dites ? Pas forcément, mais simplement, je pense que ça a été intéressant de suivre cette initiative Artemis, mais la souplesse, justement, d'Artemis peut aussi nous permettre, entre nous, d'avoir des positions communes afin de mieux peser face notamment aux intérêts américains. Alors vous avez cité ces acteurs privés. Maintenant que l'espace n'appartient plus justement qu'aux agences, qu'il y a ces acteurs privés, est-ce que le droit va pouvoir se construire aussi autour de ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des agences qui insufflent une certaine volonté législative. Est-ce que demain ce sera les acteurs privés ? Enfin, à quel point ça va influencer le droit spatial ? Bon, il y a déjà, de toute façon, vous savez, c'est comme dans le droit des télécoms ou toutes les autres nouvelles technologies, vous avez quand même un système de consultation qui est très fort. L'Union internationale des télécoms, par exemple, consulte très régulièrement. Et puis maintenant, au niveau des agences nationales, c'est quelque chose qui est fait de manière très traditionnelle. Donc il y a toujours eu en fait une certaine porosité entre la réglementation telle qu'elle est adoptée par les États et puis l'avis des grands acteurs. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous n'avez plus le petit club des industriels, les legacy. Maintenant, vous avez le New Space. Et le New Space compte peser dans la balance, et il a raison, parce que le New Space est un segment plein d'avenir, plein de promesses, mais il a besoin aussi d'une certaine stabilité, d'une certaine visibilité. Et comme je disais tout à l'heure, on parlait notamment du In-Orbit Servicing, fait partie de ces segments qui ont besoin d'avoir une certaine assurance qu'il y a un cadre,
mais aussi une certaine aussi souplesse quant au cadre juridique. Donc il y a vraiment une espèce d'équilibre à trouver qui est très très compliqué, et c'est pour ça que les acteurs privés doivent être aussi amenés dans les phases de discussion et de consultation. Finalement, Charlotte, il faut aussi anticiper un sujet, c'est la régulation qui va s'occuper de s'assurer que ces traités, ces accords, ce cadre juridique est respecté. Est-ce que ça existe aujourd'hui ? Pour les traités, il y avait la Cour de justice internationale, mais en l'occurrence, les traités concernent les États étant souverains. Enfin, est-ce qu'il y a un grand gendarme du droit spatial aujourd'hui ? Malheureusement, pas réellement, vu qu'à l'échelle internationale, les États sont souverains. Comme vous l'avez dit, les traités lient les États et non le secteur privé. Donc après, c'est aux États d'accepter la compétence du juge international et d'accepter de se faire juger, ce qui ne se fait pas en pratique. Donc, de manière très très basique, quand un État ne respecte pas ses engagements, que ce soit juridique ou même éthique, quand on voit certains États envoyer des armes anti-satellites en orbite, la sanction est minime et surtout, c'est une sanction qui se fait vers la communication et la mauvaise image. Par contre, au niveau privé, on voit beaucoup de plaintes du secteur privé qui, justement, appliquent indirectement ces principes des grands traités, mais n'ont pas réellement non plus de juge. Donc, on voit à ce niveau-là, au niveau du secteur privé, plutôt un phénomène d'arbitrage c'est une sorte de tribunal un petit peu spécifique qui s'applique bien au secteur privé. Et on voit ce phénomène d'arbitrage un petit peu se développer. C'est toujours aux prémices et ça mériterait d'être un peu plus exploré au niveau des prochaines années. Un arbitrage à venir, Numa ? Oui, absolument. C'est vraiment la méthode alternative de règlement des différends qui est choisie à chaque fois, notamment quand on négocie des contrats, etc. C'est vrai que c'est difficile, par exemple, d'aller devant le tribunal de commerce de Paris et d'expliquer un contentieux entre des in-orbit servicing et potentiellement d'autres acteurs. Donc on choisit généralement toujours l'arbitrage parce qu'on a aussi des juges experts derrière cela. Mais vous avez raison sur le côté réglementation, parce que qui dit réglementation, qui dit notamment régulation, dit souverain. Et ce problème se posera de toute façon sur la Lune, par exemple, typiquement s'il y a des disputes au niveau des ressources, parce qu'on parle des safety zones. Je crois avoir vu dans la presse récemment que déjà les safety zones, entre guillemets, américaines et chinoises ont un certain... Évidemment, parce qu'il y a des territoires plus favorables que d'autres sur la Lune. Donc ce sera au premier de trouver l'endroit le plus intéressant pour aller miner. Sachant que ne serait-ce que le principe de premier arrivé, premier servi n'est pas lui-même n'existe pas juridiquement. Donc, là, ça va être un peu à tâtons. Écoutez, on va suivre cette exploration spatiale avec attention d'un point de vue juridique et législatif aussi. Merci beaucoup Numa Isnard d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à vous, Charlotte Croison, d'avoir pris le temps aussi de rejoindre cette conversation, et merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission Smart Space. On se retrouve vendredi prochain, comme toutes les semaines, sur Bismart. Bonne journée.